Deviens un crocodile, bordel! Si demain t'as quelqu'un de moche qui arrive et qui se plaint d'être moche, tu peux concrètement lui dire bah c'est la sélection naturelle. Bienvenue à l'auberge. Il y a des critères qui sont considérés comme extrêmement beaux dans certaines cultures, qui sont considérés comme laids ailleurs. Tu regardes maintenant, au Japon, il faut avoir le teint blanc. Quand t'es une femme, il faut que tu aies la peau blanche, et que si t'es un homme, bah que t'aies la peau blanche ou pas, c'est pas grave. C'était en effet un critère de beauté parce que ça veut dire qu'on n'est pas au soleil, donc on est noble. Pendant la Grèce antique, par exemple, le fait d'être très hâlé, d'être doré, quasiment, c'était extrêmement bien vu. Pour les hommes, c'était un critère de beauté masculin parce qu'on est un athlète, la peau couleur presque sable. Le bronzage, c'est venu à partir du moment où les personnes plus fortunées ont pu commencer à partir en vacances. À partir à la plage, donc ça arrivait très tard, milieu 20e siècle, un truc comme Début ça. du 20e siècle, c'est vraiment aux années 20-30 où ça se développe, c'est plus la bourgeoisie encore qui a ce délire. Voilà, c'est ça. Oh tiens, j'ai du temps, on va voir ce que ça fait. C'est marrant parce que ouais, j'étais tombé il y a pas longtemps sur des tableaux où tu vois au 19e siècle des familles sur des plages, pas le même univers Et aujourd'hui. le pauvre prolétaire qui est à la mine en train de creuser pour son charbon. Les Gaulois étaient des plutôt bons... Très bons artisans. Et forgerons aussi. Ils ne construisaient pas toujours dans des... Mais vous êtes quand même bien allumé. On a un peu cette image à cause des vieux films hollywoodiens de ces femmes préhistoriques vêtues de bikini en peau de bête, mais on a également des traces qui laissent croire que de manière très ancienne, il y a eu des vêtements en fibres végétales. Putain, ils sont trop forts. Une petite binouze. Pour ce deuxième débat, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des artefacts perdus de l'histoire. Pour toi, d'abord, c'est quoi l'artefact ou l'objet qui serait le summum de tous les artefacts possibles à retrouver aujourd'hui? L'Arche d'Alliance, le Graal. Si Joseph d'Arimathie a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un beau câlin en choix. Pour moi en tout cas, je sais pas pour vous, mais juste le simple fait d'avoir un objet archéologique, c'est inestimable déjà. C'est sûr que j'ai eu la chance de travailler avec des objets historiques qui valent des dizaines de milliers d'euros. Le vase, t'as pas envie qu'il t'échappe des mains. Non merde, le vase Ming. Honnêtement, les premières choses qui me viennent, c'est plutôt des tombes comme la tombe d'Alexandre le Grand ou de Gengis Khan. Ah oui, trouvez-moi ça s'il vous plaît. Et la plupart du temps, ils essayaient d'être le plus caché possible parce que ils savaient très bien ce qui se passe pour leur tombe. Même chose, Cléopâtre, il y a énormément d'efforts qui sont faits en ce moment pour retrouver sa tombe. Le nombre d'œuvres d'art, de constructions, de cités qui ont été perdues à travers le temps. En tête, j'ai l'exemple de Bagdad qui a été entièrement rasé. Qui était apparemment magnifique comme ville. Mais ce qui me fascine le plus, c'est de trouver des ponts, des points communs entre des mythologies parfois aussi éloignées que la mythologie nordique et la mythologie japonaise, qui en fait sont liées par les Indo-Européens. Oui. Et où on trouve des thèmes récurrents, toujours les mêmes divinités, mais réinterprétés localement, qui est Zeus et Jupiter chez les Grecs et les Romains. Dans le bouddhisme, on peut trouver Vajrapani. On a Taruna chez les Hittites. Toutes ces divinités associées au ciel, mais aussi associées à la foudre. De toute façon, les humains, comme tu disais, ont parfois les mêmes idées dans des endroits différents. Différent, ouais. Les Après, pyramides. c'est dommage qu'on en ait pas en France, malheureusement. Pyramides. Des pyramides en France. On a le Louvre. Oui, non mais Ton rapport à la mythologie, comment se fait-ce? comment se fait-ce pour moi? Ma passion pour la mythologie, elle a commencé en 4ème, j'ai fait un exposé sur Héphaïstos. J'étais vraiment allé à la bibliothèque à l'ancienne pour trouver toutes les infos. J'avais fait, je sais pas si vous aviez ça dans les écoles où on présentait le tableau à la classe pour dire ah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La prof était vachement contente de mon boulot, j'étais ultra fier. Après il y a eu évidemment les jeux God of War, et tous les jeux sur la mythologie nordique, etc. Marvel aussi a un petit peu aidé. J'ai fait mes propres recherches, comme diraient les complotistes. Moi, mon rapport à la mythologie a commencé avec le Seigneur des Anneaux. Parce que le Seigneur des Anneaux est extrêmement adapté de légendes nordiques et germaniques. Grigoire ou Shadowfax, c'est Sleipnir. Gandalf lui-même est inspiré de Odin. Les nains viennent de la mythologie nordique. Les elfes aussi, même s'ils sont très différents. Bah les nains dans la mythologie nordique sont très moches, hein. Des créatures qui ont peur de la lumière du jour, qui détestent les étrangers. C'est des Français finalement. Alors, c'est ça. En fait, les nains sont quand même bien renfermés sur eux-mêmes de ce point de vue-là. Mais il arrive quelquefois Du coup, Rose, désolé, on a un peu perdu Galéthorn l'espace de quelques instants. Oui, bah parce que arrêtez, tu- Je suis énervé. Quand je lisais ces mythes gréco-romains, mon préféré c'était Hermès et je n'aimais pas du tout Jupiter parce que il trompait sa femme, il allait avec tout le monde. Que tard, voilà. C'est de leur nature et si tu ôtes ça, en fait, ce n'est plus la même divinité. Zeus le fait particulièrement parce que justement, ça je l'avais dit dans une vidéo, parce que justement c'est le boss des dieux, c'est le plus puissant des dieux. Donc il est censé avoir aussi plus de puissance que les autres et par ce biais avoir plus de légitimité ou en tout cas de capacité à faire d'enfants que les autres. Hera, son domaine c'est le mariage, c'est Oui. la promesse, c'est le foyer, son but c'est de le protéger, donc quand Zeus la trompe, il ne fait pas que la tromper, il crache sur son tout domaine. ce qu'elle représente. Elle n'est pas jalouse pour rien, elle défend sa nature tout simplement. Oui, non mais Elle oui, c'est protège. vrai. Bah là, il y a Shogun toute qui vient de façon, sortir sur Disney+, qui est vraiment cool. C'est un peu une réédite du Shogun des années 80 ou 90, je sais plus. Et c'est vrai que je passe un très bon moment, j'en ai juste ras le cul de ce filtre bleu de merde. Ah, c'est vrai que l'image est assez sombre et j'ai pas Ça encore a fini le viré, premier moi, ça. épisode, me raconte pas, mais moi ça me fait penser. Ah, j'ai t'as vu lu, que j'ai lu. t'as à peine commencé? Ouais, j'ai à peine commencé, mais ça me plaît bien Ok. parce que j'étais en train de lire en même temps Le Naufrage du Vaguaire, qui est un super bouquin. Je vous le
conseille très fortement, qui est très informatif, qui raconte mais une des pires expéditions de bateau que j'ai vues de ma vie. Une expédition de bateau organisée au XVIIIe siècle. Bon, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est traditionnellement ou historiquement très légèrement vêtu, mais il y a des rites sexuels qui feraient blêmir et appeler les services sociaux. J'irai pas en Papouasie alors. Et sans compter le fait, même chose, de faire des scarifications rituelles extrêmement douloureuses, où on essaie d'imiter la peau du crocodile dans le dos, également des tatouages où on insère du coup des cendres à l'intérieur, donc évidemment tout ça, c'est brutal. En fait, il y a un fleuve qui est très important là-bas, qui est le fleuve Sépi, où il y a des crocodiles, du coup le crocodile est un animal lié aux esprits, auquel il donne une certaine importance, et le fait du coup d'avoir des ressemblances avec le crocodile dans son corps, c'est significatif. Toujours en Papouasie, du coup. C'est pittoresque comme histoire. À chaque auberge, il y a des facts, des infos lâchées qui me matrixent, que je connaissais absolument pas, c'est quand même... Mais t'as vu ce qu'on apprend, ce qu'on apprend à chaque fois. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Oui, se scarifier le dos, deviens un crocodile, bordel. Quoi, à chaque fois, on apprend Comment il s'appelle déjà ce perso dans LoL, où c'est un crocodile? Renekton. Renekton, ouais, c'est ça. Ça serait un kiff d'aller en Mongolie, faire du cheval dans les steppes de Mongolie. Je sais pas faire de cheval et j'aime pas les chevaux. Je risque de passer une dizaine de jours particulièrement douloureux. J'ai appris à monter à cheval en Hongrie. Du coup, j'y allais tous les ans quand j'étais jusqu'à mes 21 ans, il me semble. J'ai appris à monter à cheval là-bas, accru. Et nom de Dieu que je morflais. Mais maintenant, je suis content. Mais en fait, quand tu regardes la mythologie nordique, c'est poétique, mais en même temps, ils sont très gauleries, les mecs. Contrairement aux autres mythologies, c'est vraiment des dieux qui adorent se marrer. Comment Loki est attrapé, il essaie de se changer en poisson après avoir tué Balder. Pourtant, tu te caches ici dans les bois. Loki est un petit con qui adore faire des blagues. Il n'est même pas un as ni un va. Loki est juste là parce qu'il a été accepté par Odin. C'est un petit peu le Dionysos de la mythologie nordique, j'ai l'impression. Dionysos n'est pas un dieu. Si. Ça pourrait être un demi-dieu à la base, mais un demi-dieu en tant que tel. Je crois que vous devriez aller voir le roi et lui dire qu'il faudrait qu'on commence à vous considérer en tant que tel. Mais on le considère comme un dieu, ce que je comprends toujours pas, parce que c'est le fils que Zeus a eu avec la mortelle Sémélé. C'est pas censé être un dieu à part entière. Il a été déifié comme Hercule, quoi. Mais de toute façon, en fait, parmi les Olympiens, il y a des divinités qui théoriquement pourraient être des demi-dieux, mais ce qui rend Dionysos intéressant, c'est que c'est le dieu étranger, et finalement le dieu de tout ce qui est un peu rebutant pour les Grecs, de tout ce qu'ils aiment pas trop. Je prépare une vidéo longue sur lui. On va passer maintenant à la partie que vous attendez sûrement tous énormément. On va vous faire gagner le jeu Splendor, créé par Space Cowboy. On lance? Bon allez, on lance. Bah, écoute, on dira que les gens n'avaient qu'à se réveiller, écouter. Ils avaient qu'à se bouger le fessier. Voilà, exactement. Donc c'est on lance. Parti. Est-ce que ça va être dans mon chat? C'est dans le mien. C'est dans le tien. Nino Deret, du coup, qui gagne, qui remporte le jeu. Bien joué à toi. On va devoir s'arrêter là, désolé Rose. Donc on va faire un petit rappel de l'actu de l'invité plus tes réseaux. Donc toi, on sait qu'on peut te retrouver principalement sur TikTok, mais aussi sur Instagram. Comme je disais, j'aimerais bien aller sur YouTube dans le futur, mais c'est pas encore bien stable, donc j'attends que les choses soient plus solides avant d'annoncer quoi que ce soit. On se dit à très vite, portez-vous bien, merci encore à Rose Reseda, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt tout le monde. Des bisous. Bisous. C'est pour ça que l'histoire c'est cool.